on va essayer un outil. Attends, je vais mettre mon chrono, moi. Tu veux que moi je fasse ça? Ouais. C'est Guy qui présente les intervenants? Oui, ça rappelle Lina avec le truc au Oui, j'attends votre feu vert. Alors, parce que je vois que les gens continuent à se connecter, mais on va commencer, ça va les faire venir. Juste sur le déroulé, vous dire qu'on va commencer par une intervention de Guy Berger pour introduire l'échange, qui y aura ensuite bien sûr l'intervention de la Cour des comptes qu'on remercie chaleureusement d'être là parmi nous ce matin. Alors, nous sommes en physique, mais masqués, sauf la présidente qui a des lunettes, qui a de la buée, mais donc on est distanciés par rapport à elle et elle enlèvera son masque pendant ses interventions. Et puis, donc, vous voyez qu'on va être à peu près 150 ce matin. Donc, on a dû s'organiser pour que ça se passe bien, pour être sûr qu'il n'y ait pas de squat, de sonde, etc. Donc, voilà la liste des participants. Alors, vous pouvez jouer à vous reconnaître et pour voir si on ne vous a pas oublié, mais c'était pour vous montrer que les profils ce matin étaient très nombreux, étaient très variés, et ça, on en est très content. Et que du coup, voilà, vous pouviez voir un peu qui était là ce matin, en sachant que vous ne pouvez pas vous voir entre vous, du coup, Zoom ne le permettez pas dans la configuration. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir en fait poser des questions. Vous avez la fonction normalement en bas de votre écran, questions et réponses. Et donc, c'est moi qui recevrai les questions. Je pourrai vous répondre par écrit si besoin, si c'est des questions techniques. Et je pourrai, en fait, ce que je ferai, c'est que je synthétiserai un peu les questions, je regrouperai celles qui se ressemblent. Et donc, on aura un échange avec la Cour des comptes après leur présentation où je leur poserai en fait les questions que vous nous mettez par écrit. Et donc, ça permettra un échange à 120, 150, ce qui est parfois compliqué à distance, mais vous allez voir, on va y arriver. Du coup, je laisse Guy Berger, président d'Atmo France, introduire ce rendez-vous et je vous souhaite un bon petit déjeuner Atmo France. J'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup, Marie. Eh bien, très heureux de vous accueillir à ce petit déjeuner virtuel. Je voulais vous remercier très chaleureusement toutes et tous pour votre présence nombreuse à ce petit déjeuner. Alors, désolé, on n'a pas encore trouvé le moyen de vous faire parvenir l'arôme du café de manière virtuelle, mais je pense que vous êtes équipés à votre domicile ou sur le lieu où vous êtes. Voilà, je voudrais saluer et remercier tout particulièrement nos intervenantes et intervenants de ce jour. Donc, Catherine Perrin, qui est conseillère maître à la 2e chambre, présidente de la section environnement, agriculture et mer à la Cour des comptes. Ève d'Aragon, conseillère maître à la Cour des comptes, et Jérôme Perdreau, auditeur à la Cour des comptes. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir, mais plutôt nous sommes chez lui, Jean-Félix Bernard, président d'Airparif. C'est là que se tient le cœur de cette journée, de cette matinée plutôt. Et puis, nous avons aussi le plaisir d'accueillir 2 parlementaires, Jean-Luc Fugit, député du Rhône, mais aussi président du Conseil national de l'air, et Xavier Roseren, député d'Haute-Savoie. Je l'ai dit, vous êtes très nombreux, donc je n'ai pas cité tout le monde, tous ceux qui sont derrière leur écran, mais j'ai vu que les conseillers Césaire étaient nombreux, comme j'ai le plaisir de faire partie de celui du Grand Est, je les salue particulièrement. Voilà. Eh bien, présentation peut-être de ce que représente la Fédération Atmo France, bien qu'un certain nombre d'entre vous soient déjà largement au courant de ce que c'est. Voilà, donc rappelez qu'il y a une association agréée de surveillance de la qualité de l'air dans chaque région, qu'elle soit métropolitaine ou ultramarine, et les plus anciennes comptent une quarantaine d'années d'expérience. Cela regroupe à peu près, pas tout à fait 600 personnes, spécialistes, avec une évolution des métiers, puisque initialement, il y a 40 ans, on avait surtout des techniciens, et aujourd'hui, on a de plus en plus, le panel s'est largement ouvert. On peut passer à la diapo suivante, si vous voulez. Et puis, bien sûr, la Fédération Atmo France, qui a le plaisir de coordonner, promouvoir, défendre, comme toute fédération qui s'impose. Le réseau des ASCAN n'est pas le seul élément du dispositif national de surveillance de la qualité de l'air. Nous travaillons de manière très étroite avec
le ministère de la Transition écologique et notamment le Bureau de la qualité de l'air, dont je salue la présence de quelques représentants derrière l'écran, et puis aussi du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air qui, sur ce triptyque-là, est basé nos travaux au quotidien. On passe à la diapo suivante. Voilà. Donc, association agréée de surveillance de la qualité de l'air, le A, association, puisque c'est notre système, notre structure juridique, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, avec une gouvernance particulière, puisque nos conseils d'administration sont composés, sont quadripartites, avec des représentants de l'État, des représentants des collectivités territoriales, les acteurs économiques et puis le monde associatif, on le dit aujourd'hui plus facilement la société civile, puisqu'on rencontre des professions de santé, des représentants des consommateurs, de l'environnement, voilà. Donc un creuset où ce sont toutes les forces vives d'un territoire qui sont représentées, et ce qui permet d'avoir une très grande proximité avec tout le monde et de s'emparer des problématiques. Le financement est diversifié, j'y reviendrai tout de suite après. Voilà. Donc l'État, puisqu'il confère le deuxième A est agrément, puisque ces associations ont un agrément d'État, elles sont missionnées pour accomplir un certain nombre d'expertise. Donc, en contrepartie, il y a des subventions qui sont attribuées et la loi de finances qui est en discussion devrait nous donner un petit peu d'air, si je permets l'expression. Les collectivités territoriales aussi apportent leur contribution. Et puis, des contributeurs qui sont les industriels au travers de la taxe générale sur les activités polluantes. Voilà. Donc, parmi les missions, il y a un certain nombre de polluants dits réglementés qui sont surveillés de manière régulière. Donc, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de le plus ancien, dioxyde de soufre, l'ozone, voilà, les microparticules de benzène et autres. Mais ça ne s'arrête pas là. On passe à la diapo suivante. Voilà. Je parlais tout à l'heure d'une implantation territoriale. Effectivement, le fait d'avoir un ancrage régional permet de se pencher sur des problématiques qui peuvent prendre une acuité particulière sur tel ou tel territoire. Et donc, suivant les régions, on était amené plutôt à se pencher sur, par exemple, les odeurs dans le secteur de Rouen, et c'était avant Lubrizol, sur l'ammoniac en Bretagne, sur les pesticides, voilà. Et donc, les pollens aussi, l'intérieur, le cadre n'est pas figé. Il évolue en fonction des préoccupations locales. On passe à la diapo suivante. Voilà. Donc, le périmètre des actions, je vous l'ai dit, il y a la surveillance, bien sûr, mais pas que la surveillance. L'expérience qui a été acquise, les données qui ont été collectées permettent de gérer des observatoires de la qualité de l'air. À partir de là, et grâce à ça aussi, on peut accompagner les plans d'action territoriaux, que ce soit ceux de l'État au travers des plans de prévention de l'atmosphère ou ceux des collectivités au travers des plans climat, air, énergie territoriaux, avec une aide au diagnostic et puis aussi la possibilité d'une évaluation. Le domaine de la qualité de l'air est un domaine qui évolue beaucoup et donc on participe activement à améliorer les connaissances sur l'air. Hier, j'étais à une réunion de conclusion de REPER qui travaillait sur les pesticides, les produits phytosanitaires dans l'air, par exemple. Et puis, notre rôle aussi, c'est bien sûr déjà d'informer quotidiennement en prévision de la qualité de l'air sur les secteurs, mais aussi de faire en sorte que ce domaine-là soit mieux connu de la part du grand public.
Et puis, il y a des situations de crise et d'urgence, et nous sommes missionnés pour, quand il y a une acuité particulière à un moment donné, pour parfois aller jusqu'à déclencher l'urgence. Voilà un peu rapidement dressé l'activité quotidienne de nos ASCA. Et puis, eh bien, je le disais, les choses évoluent et nous nous efforçons à chaque fois d'être un petit peu, non pas en avance, mais au moins au rendez-vous. Voilà. Vous voyez au centre les microcapteurs, puisque c'est aujourd'hui une évolution de la technologie, même si les microcapteurs ne sont pas aussi fiables que les appareils que nous utilisons. Il en reste néanmoins des outils potentiels et donc nous y intéressons. Derrière les microcapteurs, il y a de la donnée. Donc on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'open data et nous y contribuons largement puisque, par exemple, nous avons mis à disposition la base Phytatmo qui avait été constituée sur les produits phytosanitaires. On parlait des politiques publiques et notamment l'accompagnement avec un outil qu'on a mis au point qui s'appelle les cartes stratégiques de l'air qui permettent d'aider à l'aménagement du territoire en prenant en compte les populations exposées. Et puis, nous collaborons activement. Je faisais référence aux pesticides dans l'air. Voilà. Nous avons largement travaillé à la définition du nouvel indice SATMO qui va être opérationnel à partir du 1er janvier. Et puis, si la qualité de l'air fait partie des préoccupations premières, c'est parce qu'elle affecte la santé. Et dans ce contexte-là, eh bien, nous collaborons très activement au plan national santé-environnement. Et puis, vous voyez en bas à gauche, rapport de la Cour des comptes sur les politiques de l'air. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que nous avons été amenés à rencontrer lors de leurs travaux de collecte d'informations des personnes représentant la Cour des comptes. Les échanges ont été très cordiaux et le travail qui a été qu'ils ont produit nous a semblé remarquable et digne de l'intérêt que vous lui portez. Et donc, il nous a semblé important que nous puissions mieux approfondir ce rapport grâce à leur partage et à la présentation qui va en être faite. Merci beaucoup pour votre écoute et c'est avec un grand plaisir que je cède la parole. Je pense à Mme Catherine qui va commencer peut-être. Merci, Monsieur le Président. Je suis très touchée par votre accueil et par les messages d'encouragement que vous venez de prononcer. En effet, pour nous, c'est un honneur d'être accueillis par la Fédération Atmo France et Airparif et de présenter le rapport de la Cour des comptes sur les politiques de lutte contre la pollution de l'air. C'est également une chance de pouvoir exposer son travail, particulièrement devant une assistance aussi large de personnalités de tous horizons, mais toutes très intéressées par ce sujet. Je vous remercie, Président, de nous offrir cette chance, même si c'est un challenge pour nous ce matin. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je suis accompagnée d'Ève d'Aragon, qui est concerné à la Cour des comptes, et de Jérôme Perdreau, qui est auditeur à la Cour des comptes, qui, avec Julien Marchal, conseiller référendaire, absent aujourd'hui, ont formé l'équipe d'enquête sur ce sujet. Avant d'entamer mon propos, je voudrais vous rappeler que la Cour des comptes est, entre guillemets, irresponsable, c'est-à-dire qu'indépendante de l'exécutif et du législatif, elle peut tout écrire, mais elle n'a aucun moyen de mise en œuvre. Elle ne fonctionne que par voie de recommandation. Et sa force, au-delà de la qualité des travaux qui reposent notamment sur la collégialité et l'indépendance, c'est de rendre compte de ces constats et des recommandations au Parlement, qui en suit la mise en œuvre, et aux citoyens, soit par les médias, soit par la mise en ligne de nos travaux, soit par des échanges directs, comme ce matin. Donc, vous comprenez que pour nous, cette réunion est d'importance.
Alors, sur le contexte de ce rapport, cette enquête est le résultat d'une commande passée par le président de la Commission des finances du Sénat, ce qu'autorise la loi organique des finances publiques. La commission chargée des finances de l'Assemblée nationale peut faire de même d'ailleurs. Ces saisines ont pour particularité notable pour les équipes qui sont chargées de l'instruction qu'elles doivent être réalisées dans un calendrier assez court, ce qui fait que chaque saisine est une course contre la montre et qu'elle limite de facto le champ des investigations possibles. Alors, il avait été convenu avec le sénateur Jean-Paul Husson, à l'origine de la saisine, de travailler principalement sur 2 axes que je vais vous rappeler. D'une part, une appréciation des dispositifs nationaux et locaux de lutte contre la pollution de l'air ambiant, donc à l'exclusion de l'air intérieur. Il avait fait un rapport qui comportait l'air intérieur, et notamment leur capacité à limiter les risques sanitaires, environnementaux, économiques ou juridiques. Et le deuxième axe, c'était l'identification des enjeux immédiats et de moyen terme posés par la pollution de l'air et les mesures à mettre en œuvre rapidement à destination des principaux secteurs émetteurs, en se fondant en particulier sur les bonnes pratiques existant en France ou à l'étranger. Voilà pour les axes de travail qui nous avaient été fixés par le Sénat. Enfin, un mot sur la méthode suivie par les rapporteurs. Ils ont interrogé un très large panel d'acteurs, notamment ils ont bénéficié du soutien de votre réseau. Ils ont effectué des déplacements dans plusieurs régions, particulièrement l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Vallée de l'Arve, métropole grenobloise, Marseille, Fausbert. Alors, vous voyez, ce sont des régions qui ont été choisies avec soin. Les actions entreprises par les collectivités territoriales ont fait l'objet également d'une attention particulière, notamment sous la forme d'une enquête auprès des régions et des métropoles. Et je dois dire qu'elles ont joué le jeu. Enfin, pour la phase contradictoire de notre travail, qui a été un peu compliquée par la crise sanitaire et le confinement, on a néanmoins pu organiser certaines auditions. Et je citerai particulièrement celles qui ont eu lieu avec le ministère chargé de la transition écologique, donc le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de la prévention des risques, et avec le ministère chargé de l'agriculture, la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises. Les rapporteurs pourront vous en dire plus tout à l'heure. Alors, les travaux maintenant. D'abord, la Cour des comptes ne partait pas d'une feuille blanche, puisque les travaux du rapport que nous vous présentons aujourd'hui se sont appuyés sur la précédente communication de la Cour des comptes qui date de décembre 2015, qui répondait cette fois à une saisine de l'Assemblée nationale, plus particulièrement de la Commission d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Alors, ce travail, on en a fait évidemment le suivi 5 ans après, et ce qui montre que les recommandations n'ont été que partiellement mises en œuvre. Alors, certaines recommandations ont été mises en œuvre, tant mieux. Certaines sont en cours de mise en œuvre. Je citerai la recommandation de rendre obligatoire la surveillance par les ASCA de la présence dans l'air des pesticides les plus nocifs, une recommandation qui s'adressait au ministère chargé de l'Agriculture. Donc, la mise en œuvre est en cours puisqu'une campagne nationale de surveillance des pesticides a été lancée en juin 2018 pour faire un premier état des lieux sur l'exposition moyenne de la population aux pesticides et préfigurer la mise en œuvre d'une surveillance pérenne pour laquelle, bien sûr, des financements pérennes devront être mobilisés. Donc, il y a des recommandations qui ont été mises en œuvre, mais qui ont fait l'objet d'un renoncement. Alors, je cite le renoncement à la convergence des taxes sur le gazole et l'essence, mise en œuvre puis suspendue à la fin de 2018. Bon, je n'y reviens pas. Tandis que la disparition de l'écotaxe, depuis la disparition de l'écotaxe, les taux de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'ont pas été revus. Je crois qu'ils sont même, le taux est même de 0%. Donc, il n'est pas écrasant. Et puis, il y a des recommandations qui ont fait l'objet d'une mise en œuvre incomplète, notamment celles qui étaient relatives au pilotage de la politique nationale. Par exemple, mesurer l'impact des actions mises en œuvre pour lutter contre la pollution de l'air, chiffrer les plans nationaux et locaux,
dans les plans nationaux et locaux les financements associés aux mesures prévues, des choses comme ça, qui sont de manière incomplète mises en œuvre. Donc, des suites pas totalement satisfaisantes données aux travaux de 2015 de la Cour. Alors, pour aujourd'hui, dans la première partie du rapport, qui a été rendu public en septembre dernier et présenté à la Commission des finances au Sénat le 23 septembre dernier, c'est là que nous avons, avec Madame Tandelier, décidé du principe de ce petit déjeuner virtuel. La Cour s'est d'abord attachée à identifier et apprécier les risques sanitaires, économiques et environnementaux. Que faut-il retenir? Je vais aller très vite parce qu'on va mettre l'accent sur la partie plus recommandation. La pollution atmosphérique serait la 3e cause de mortalité prématurée en France, avec 47 000 décès chaque année, selon les estimations de l'Agence européenne de l'environnement. Les constats effectués lors de la précédente enquête de la Cour sur les effets de cette pollution restent largement d'actualité, mais l'évolution des connaissances scientifiques a mis à jour des impacts sanitaires jusqu'alors ignorés, comme les troubles de la reproduction, les troubles du développement du fœtus ou de l'enfant, des maladies métaboliques, des maladies neurodégénératives qu'on peut imputer au moins partiellement à la pollution de l'air. Deuxième grand constat de départ, les risques sanitaires font l'objet d'évaluations, je viens de les mentionner très rapidement, mais les effets économiques restent encore mal estimés, mal mesurés. On n'a qu'un exemple à fournir, c'est dans le domaine agricole. Les pertes de rendement dues à la pollution par l'ozone sont estimées en première analyse par le ministère de l'Agriculture entre 3 et 20% selon les cultures. Enfin, les impacts sur l'environnement, notamment sur la biodiversité, restent encore peu étudiés. Voilà. Alors, qu'en est-il des résultats obtenus par la politique de lutte contre la pollution de l'air? Ces politiques ont permis d'enregistrer une baisse des émissions de polluants dans notre pays. Le dernier bilan de 2019 a montré à la fois une baisse des émissions et une baisse des concentrations. Alors, mais le niveau de concentration dans l'air reste préoccupant dans une dizaine de zones du territoire, essentiellement urbaines. Sur la carte, vous voyez notamment les concentrations d'oxyde d'azote et des particules fines. Alors, ces dépassements sont à présent sanctionnés. Par exemple, peut-être le savez-vous, mais le Conseil d'État a prononcé le 10 juillet dernier une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard dans l'exécution de la décision du 12 juillet 2017, les Amis de la Terre, qui sanctionnait le non-respect des normes européennes. Donc, il y a aussi un impact juridique et un impact financier de cette situation. Alors, ces constats montrent la complexité de la situation française au regard de la pollution de l'air. Des progrès indéniables ont été réalisés sur le niveau d'émissions, mais ces progrès ne permettent pas un retour à court terme au respect des normes de concentration européennes. En outre, les nouvelles connaissances sur l'impact, notamment sanitaire, de la pollution de l'air conduisent à réévaluer la cible des objectifs. Donc, on monte les échelons d'une échelle qui s'enfonce. L'atteinte des normes européennes n'aurait, comme l'indiquent les simulations de Santé publique France, qu'une faible incidence sanitaire. D'ailleurs, les valeurs guides de l'OMS, qui sont plus exigeantes car elles sont établies uniquement sur des critères sanitaires, sont déjà prises en compte dans les avis de l'autorité environnementale et dans les éléments d'évaluation de mise en œuvre des plans de protection de l'atmosphère par les ASCA. Ils constituent désormais une référence pour les juges comme pour l'opinion publique. Ces valeurs guides de l'OMS pourraient elles-mêmes être réévaluées prochainement. Donc, enfin, plusieurs substances, particules ultra fines ou carbone suie notamment, restent non réglementées, bien que leur dangerosité soit de mieux en mieux établie. En somme, des progrès ont été réalisés, des progrès importants, mais les efforts restant à accomplir pour atteindre les objectifs européens seront les plus difficiles. Voilà pour le bilan. Maintenant, je dirais quelques mots avant de passer la parole à mes camarades sur les modalités de la conduite de la politique publique, qui est un des thèmes sur lesquels le Sénat avait insisté lors de sa saisine, naturellement. Alors, le cadre et les outils de la politique publique de l'État
existent désormais et c'est un progrès qu'il faut reconnaître. Il reste néanmoins que ces objectifs sont parfois difficiles à concilier entre eux, entre différents volets de l'action publique, par exemple la politique de l'eau. C'est même vrai avec les objectifs de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous connaissez le fameux exemple sur les carburants. Et puis, il y a également la difficulté propre à la gestion d'un dossier en interministériel. Le schéma que vous voyez à l'écran donne une idée de la complexité des jeux d'acteurs possibles. En outre, la mise en œuvre de cette politique bute sur un certain nombre de difficultés majeures. Je vous rappelle les principales. Le plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques, le PREPA, a été renouvelé en 2017. Mais c'est un renouvellement presque par simple reconduction et le renouvellement s'est effectué sans évaluation préalable du précédent. Certaines mesures parmi les plus ambitieuses ont été abandonnées ou retardées. Je ne reviens pas sur la convergence de la fiscalité des carburants, c'est vrai aussi de certaines pratiques agricoles. Mes collègues vont y revenir tout à l'heure quand ils vous présenteront les recommandations sectorielles. Enfin, les moyens budgétaires qui jusqu'à présent étaient mal tracés dans la loi de finances. On va voir ce que donne le nouveau budget vert. Ces moyens budgétaires sont estimés à environ 400 millions d'euros par an. Et ces 400 millions d'euros par an paraissent bien modestes si on les compare au poids des dépenses fiscales qui emportent massivement des effets négatifs sur la qualité de l'air. Ces dernières étaient chiffrées par le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est une institution dans l'orbite de la Cour des comptes, à 5 milliards d'euros en 2018, dans son rapport de septembre 2019, que je vous recommande puisque j'ai participé, sur la fiscalité environnementale au défi de l'urgence climatique. C'est un rapport qui faisait des simulations macroéconomiques et microéconomiques sur l'introduction d'une taxe carbone, qui voyait l'impact sur le revenu des ménages, etc., selon le lieu où il se trouvait sur le territoire. On avait décidé le principe du rapport avant les Gilets jaunes. Je précise. Alors, un point positif qui mérite d'être souligné dans la conduite des politiques publiques, c'est la montée en puissance des collectivités territoriales. Le président Berger en a parlé tout à l'heure dans sa présentation. Le rôle des régions et des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, est incontournable, notamment en matière de transport et d'urbanisme. Alors, les documents de planification qui incombent aux collectivités, c'est-à-dire les plans climat, air, énergie en particulier, font maintenant une place croissante à ces enjeux. Alors, la place est inégale. Pour les transports, on a d'ailleurs, des dispositions ont d'ailleurs été introduites par la loi d'orientation des mobilités pour aligner leur niveau d'ambition avec celui des plans de protection de l'atmosphère. En matière d'urbanisme, l'intégration de la qualité de l'air dans les orientations d'aménagement est encore assez peu développée. Mais tout ça va dans le bon sens. Je signale que l'objectif et la nécessité d'une coopération meilleure entre l'État et les collectivités locales doit être poursuivie. Il s'agit d'articuler intelligemment les politiques conduites et non pas de les juxtaposer. Je signale à tous que lors de son audition par la Cour, le DGEC, le directeur général de l'énergie et du climat, a fait part de son intention à la Cour d'associer étroitement les régions à l'élaboration du prochain PREPA qui devrait entrer en vigueur en 2022 et qui, la Cour le souhaite, sera évalué auparavant. Voilà. Donc, voilà pour les premiers constats. Une amélioration de la qualité de l'air, malheureusement insuffisante pour atteindre les objectifs européens. Des politiques publiques qui manquent d'articulation entre elles, au sein de l'État et entre l'État et les autres collectivités territoriales, et des politiques publiques qui, malheureusement, sont encore évaluées de manière insuffisante. Pour les réponses proposées par la Cour des comptes, je vais laisser les rapporteurs les présenter. Ces recommandations portent à la fois sur les modalités de conduite des politiques publiques et sur les mesures sectorielles qui semblent aujourd'hui seules à même d'offrir des résultats tangibles rapidement. Alors, Jérôme Perdreau commence. Mince, oui, d'accord. Désolée. Désolée pour le papier. Jérôme. Alors,
Donc, le premier axe de recommandation de ce rapport qui sous-tend vraiment toutes les autres recommandations de la Cour dans les domaines sectoriels, c'est d'abord qu'il y a probablement encore des progrès à faire pour vraiment éclairer le débat public sur les mesures à prendre. Alors, il y a globalement une progression dans l'opinion publique de la visibilité de ces sujets sur l'impact, notamment sanitaire, de la pollution de l'air. Il nous semble que c'est encore un peu moins le cas sur l'impact socio-économique, les mesures qui seraient utiles, voire nécessaires, pour atteindre nos objectifs. Et donc, c'est le premier volet de recommandation. Il y a des choses qui ont été faites, des initiatives, la journée nationale de l'air, de la qualité de l'air, les travaux du Conseil national de l'air qui contribuent à diffuser ces connaissances. Il y a la révision de l'indice Atmo participe aussi, qui va entrer en vigueur le 1er janvier prochain, qui était attendu de longue date par beaucoup d'acteurs, va permettre de contribuer à donner plus de visibilité à ce sujet. Mais il faut que ça soit décliné dans tous les travaux de consultation du public, tous les travaux qui abondent le débat public lors de l'élaboration des plans, des stratégies, mais pas seulement des stratégies spécifiques à la qualité de l'air, de tous les documents d'urbanisme qui ont un impact sur la qualité de l'air. On pense aussi aux toutes les études d'impact qui peuvent être faites sur des projets d'infrastructure, par exemple, d'infrastructure routière, où on constate que très souvent, c'est le seul objectif qui est pris en compte, c'est le respect des normes réglementaires de qualité de l'air. Or, il nous semble que pour un nombre croissant d'acteurs, le scénario qui désormais s'impose comme la référence, c'est le respect des valeurs cibles de l'OMS, qui est plus ambitieux et qui doit, à notre sens, être systématiquement mis sur la table dans les débats et chiffré. Quitte à ce que, si les mesures sont jugées insupportables parce que trop coûteuses, trop contraignantes, elles soient écartées, mais ça doit être fait en toute connaissance de cause. On a aujourd'hui, les acteurs ont aujourd'hui à leur disposition les éléments pour le faire. On a les cartes stratégiques faites par les ASCA qui permettent de voir précisément quel est le nombre de gens, quelle est la part de la population qui est exposée dans un projet au dépassement, au-delà de la simple approche de est-ce qu'on respecte ou est-ce qu'on ne respecte pas sur un territoire donné ces mesures. Et il faut s'en servir pour mettre systématiquement ces scénarios sur la table. C'est de plus en plus le cas dans les plans qui sont gérés par l'État et par les collectivités. Les collectivités territoriales, très souvent, désormais, prennent les valeurs de l'OMS comme référence. Hein. Mais c'est encore moins le cas dans les études d'impact qui ne portent pas spécifiquement sur ce sujet de la qualité de l'air. Et le deuxième axe, on en a déjà un peu parlé, c'est l'impact budgétaire de toutes les mesures de politique publique qui sont prises. Alors, la budgétisation environnementale qui est en train d'être mise en œuvre à l'époque, au moment où on a finalisé le rapport, le premier rapport qui a été publié en septembre dernier, elle n'était pas encore disponible. Ça constitue une première base. La Cour des comptes ne s'est pas encore prononcée sur ce premier essai, donc on ne pourra pas vous en parler plus dans le détail ce matin, mais c'est plus généralement un réflexe qui doit être pris au moment même de l'élaboration des mesures des politiques publiques pour qu'ensuite on n'ait pas besoin de faire une démarche trop complexe pour reconstituer ces impacts, pour que ce réflexe soit vraiment anticipé en amont par tous les acteurs qui contribuent à la conception de politiques publiques. Si tu veux, oui, alors, ensuite, le domaine des transports. Donc, les recommandations, donc les transports ont une part très importante dans la pollution, notamment par les oxydes d'azote et les particules. Les recommandations de la Cour sont axées sur le mode routier, qui a une part majoritaire. Ceci étant, dans le corps du rapport, il est aussi fait allusion au transport maritime qui, localement, peut avoir un impact très fort, puisque, par exemple, comme c'est le cas, par exemple, à Marseille, à Saint-Louis-du-Rhône, où c'est 39% des émissions de dioxyde de soufre et la moitié des oxydes d'azote, ou à Calais, où 29% des dioxydes de soufre, 11% des NOx. Mais sur ce point, en matière de transport maritime, la Cour n'a pas fait de recommandations spécifiques puisqu'elle rappelle seulement le projet de zone de contrôle des émissions en Méditerranée prôné par la France et puis les efforts qui se mettent en place dans un certain nombre de ports. Et il y a l'exemple de Marseille sur les branchements à quai des navires pour limiter les émissions.
Alors, bon, de même pour le secteur aérien, effectivement, au niveau national, c'est une part minime des émissions, mais ça a un impact local fort et circonscrit à un périmètre assez restreint autour des aéroports. Donc, c'est pour ça que la Cour a choisi de cibler ses recommandations sur le mode routier. Donc, il y a un certain nombre de recommandations du précédent rapport, comme le développement des zones à faible émission ou la classification des véhicules qui ont été ou sont en cours de développement. Alors, par exemple, les zones à faible émission, donc il y a eu depuis, il n'y en a que 3 en vigueur, mais il y a un appel à projet et la loi LOM d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 prévoit leur développement. Par ailleurs, la classification des véhicules a été mise en place avec la classification critères. Donc, il y a un certain nombre d'avancées, mais qui sont tout à fait perfectibles. Alors, il y a 4 recommandations. Alors, la question de la différence de fiscalité entre le diesel et l'essence, qui, du point de vue des polluants atmosphériques, n'est pas justifiée. Alors après, il faut faire la balance avec les problématiques effets de serre et faire un bilan global de toutes les politiques, enfin de tous les enjeux. Par ailleurs, il apparaît à la suite du scandale Volkswagen que les émissions des véhicules en conditions réelles de conduite sont bien supérieures aux émissions théoriques. Et de ça, la Cour tire 2 recommandations. D'abord, il vaudrait mieux informer, elle recommande de mieux informer les citoyens sur les émissions des véhicules en conditions réelles de conduite, en affichant les niveaux de pollution lors de la vente des véhicules. Alors, c'était une des recommandations de la commission indépendante qui avait été mise en place par le ministre de l'écologie après le scandale Volkswagen. Et par ailleurs, d'adapter la classification critères dont on s'aperçoit qu'elle se fonde sur des données théoriques qui ne sont pas exactes, puisque certains véhicules Euro 5 émettent la même quantité que des véhicules Euro 4, etc. Par ailleurs, la Cour préconise pour les dispositifs d'aide au renouvellement des véhicules, d'accroître, de prendre en compte un certain nombre d'autres paramètres que ceux actuellement pris en compte, dont le poids du véhicule, comme c'est déjà le cas en Norvège. En effet, on s'aperçoit qu'avec les efforts qui sont faits sur les motorisations, on a une part de plus en plus importante des émissions de particules qui sont liées à l'abrasion. Alors, c'est des émissions de métaux lourds et puis aussi de plastique, enfin des revêtements de chaussée. Et donc, un programme de l'ADEME, Cortea, montre que c'est lié au poids, d'où l'importance de ce critère. Alors, ceci étant, les recommandations de la Cour sont à mettre en situation dans un cadre plus général, puisque en matière de motorisation, on s'aperçoit, et la Cour le note, que les connaissances sont très évolutives, avec notamment la question des condensables, c'est-à-dire des particules secondaires qui se forment après l'émission au pot d'échappement, ce qui rend compliqué les comparaisons entre types de motorisation. Et l'ANSES, dans son rapport, montre que, en fait, même avec les progrès de motorisation, on n'arrivera pas à atteindre les cibles de qualité de l'air et qu'il faut vraiment faire un effort de report modal sur des modes moins polluants, dont les mobilités douces en ville. Donc ça, c'est sur les transports. Alors, après, le secteur de l'industrie. Donc là, effectivement, la Cour note qu'il y a eu vraiment une forte réduction de la pollution sur la période 1990-2017, mais quand on prend les chiffres sectaines, ça se confirme pour 2018.
Donc, il y a des abattements extrêmement forts qui dépassent 80% pour certaines substances, mais néanmoins, et ça a été acquis grâce à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles dans le cadre de directives IPCC puis IED, mais aussi malheureusement par une diminution de l'activité industrielle. Mais il existe encore des marges de progrès qui peuvent se révéler importantes. Donc, en matière industrielle, le principe cadre est le principe de la responsabilité des industriels et de l'autocontrôle. Et ce principe est sain si il y a des contrôles extérieurs par l'inspection des installations classées en nombre suffisant. Donc, la Cour recommande tout d'abord d'intensifier les contrôles, notamment afin de s'assurer de l'exhaustivité des substances d'intérêt sanitaire déclarées dans les études de risque sanitaire qui sont incluses dans les études d'impact applicables aux installations classées, et ce, en tenant compte de l'évolution des productions et des procédés de chaque site industriel. Alors ça, c'est un enseignement qu'on peut tirer des dysfonctionnements qui ont été observés sur le bassin de Lac récemment. La deuxième recommandation, et ça c'est une recommandation qui est réitérée, c'est de mieux encadrer en intégrant systématiquement dans les arrêtés autorisant les installations classées les obligations de mesure des pollutions diffuses et de réglementer le fonctionnement en mode dégradé. Auquel encore parfois un certain nombre d'industriels recourent comme facilité, alors que ça doit vraiment être utilisé de façon très encadrée. Et par ailleurs, autre recommandation qui est renouvelée, c'est poursuivre le renforcement de la collaboration entre les services de médecine du travail, les agences régionales de santé et les cellules interrégionales d'épidémiologie. Alors là, c'est une recommandation qui avait déjà été formulée dans le rapport précédent, parce qu'on s'aperçoit que pour un certain nombre de substances, d'ailleurs, ce sont les données de médecine du travail qui pourraient alerter sur des risques sanitaires. On a eu quelques avancées avec des groupes d'alerte en santé-travail, des projets de centres régionaux de pathologie professionnelle et environnementale, mais, et le ministère chargé du travail le reconnaît, ces améliorations butent sur la pénurie et le manque d'attractivité de la profession de médecin du travail, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de régions, enfin dans les régions dans lesquelles on est allé, on s'est aperçu que sur le bassin de Lac, il y avait une évolution, mais en revanche, en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA, faute de moyens de côté médecine du travail, le dossier était resté quasiment au statu quo. Et enfin, dans le domaine de l'agriculture, c'est le secteur où les efforts à ce jour paraissent le plus insuffisants au regard des objectifs qui ont été fixés par la France, notamment en termes de réduction des émissions d'ammoniac. Alors, la mobilisation du secteur agricole, aujourd'hui, elle est réelle, mais elle est relativement récente. Cela s'explique parce qu'il y a eu, depuis plusieurs décennies, une pression qui a été mise principalement par la Commission européenne sur la question de la pollution de l'eau et moins sur la pollution de l'air issue de l'utilisation de l'azote en agriculture. Donc évidemment, les pouvoirs publics se sont concentrés en premier lieu sur cette réponse et ont mis en place des réglementations, des cadres. La profession agricole a intégré ces contraintes dans ses pratiques. Et c'est moins le cas pour la qualité de l'air qui aujourd'hui se rajoute et vient parfois amener des demandes, des pratiques qui sont parfois contradictoires ou en tout cas difficiles à articuler avec les contraintes liées à la qualité de l'eau. C'est par exemple le cas sur les périodes d'épandage en sortie d'hiver qui sont déjà très réduites dans le temps et où il faut tenir compte de paramètres météorologiques qui sont compliqués. Donc il y a un certain nombre de mesures à prendre qui sont complexes pour la profession agricole et sur lesquelles la mobilisation est récente. Alors le Prépa 2
comprend un certain nombre de mesures qui vont dans ce sens, qui, pour la plupart, reprennent des grandes orientations qui étaient déjà définies dans le premier prépa, hein, qui date de 2003, mais qui les déclinent de façon un peu plus précise. Néanmoins, la plupart de ces mesures, aujourd'hui, soit n'ont pas été mises en œuvre, soit sont mises en œuvre avec retard. C'est par exemple le cas des travaux sur la fiscalité des fertilisants en fonction de leurs émissions. Il y avait une mission qui devait voir le jour pour étudier son impact. Et la lettre de mission, quand on a finalisé le rapport, n'était toujours pas signée et finalisée. C'est le cas d'un plan sur les matériels d'épandage moins émissifs qui devait être adopté à la fin 2019 et qui, selon les dernières informations, devrait entrer en vigueur en 2021. Donc, les recommandations de la Cour, c'est évidemment, en premier lieu, c'est de mettre en œuvre les mesures qui ont été décidées dans le cadre du prépa et de les mettre en œuvre de façon efficace, ce qui, à notre sens, justifie d'aider et d'accompagner le secteur agricole et les exploitants agricoles, d'une part, en leur donnant un horizon clair, suffisamment éloigné dans le temps, qui leur permettent de planifier leurs investissements en conséquence, parce qu'évidemment, l'adaptation du matériel et des pratiques agricoles, c'est difficile. Il faut avoir le temps, mais il faut avoir un horizon suffisamment clair pour orienter ces investissements. Et il faut avoir, pendant cette période de transition, un accompagnement financier qui soit utilement fléché sur ces questions. Or, on a constaté pendant l'enquête qu'il y a des dispositifs qui existent de financement, notamment co-gérés par l'État et les régions, dans le cadre des plans de compétitivité des exploitations agricoles, mais qui prennent insuffisamment en compte de façon très disparate cette question. D'ailleurs, on n'a pas pu avoir de chiffrage consolidé par les différentes régions des sommes qui étaient réellement affectées sur ces sujets de qualité de l'air. Donc, il faut avoir ce binôme permanent entre un horizon clair, contraignant à long terme, qui permet de planifier ces investissements et l'évolution des pratiques, et un accompagnement financier suffisant, fléché sur ces questions. Ça doit aussi évidemment être reflété dans le cadre de la prochaine PAC, dans les critères de conditionnalité, pas seulement dans l'utilisation des aides du deuxième pilier, mais sur l'ensemble de la politique agricole commune. Alors évidemment, les négociations sont en cours, on ne sait pas à quel point ce sera pris en compte. La Commission européenne a mis cette question parmi d'autres sur la table, et la France, dans ses positions de négociation officielles, a également affiché cette ambition. Et le dernier point, enfin, on l'a déjà évoqué, concernant les efforts de surveillance des pesticides dans l'air et des risques liés à l'exposition des populations. Donc, ces efforts sont en cours, ils doivent être poursuivis, et le but doit être d'aboutir à un dispositif de surveillance pérenne sur le territoire. Et donc, un dispositif de surveillance pérenne suppose qu'il y ait derrière des moyens de financement également pérennes. Donc, il y a une étude récente de restitution de la campagne exploratoire qui avait été conduite en 2018 et 2019, qui a déjà donné quelques résultats, mais qui appelle à poursuivre les travaux pour, d'une part, approfondir les questions qui restent pendantes sur certains pesticides dont on trouve toujours trace dans l'air alors qu'ils sont interdits depuis longtemps, c'est le cas du lindane, et puis poursuivre les travaux pour avoir des valeurs de toxicologie sur certaines substances dont les effets sont encore mal connus. Puis il y a enfin un volet de recherche qui doit porter pas seulement sur la présence de ces polluants dans l'air sur différents points de mesure, mais sur l'exposition des populations et sur les différents effets sanitaires qui peuvent provenir de cette exposition par voie aérienne. Oui, si je peux ajouter, c'est qu'on s'aperçoit que pour des polluants comme le lindane qui ont été interdits, sauf erreur, en France vers 1998, c'est parce que le lindane, donc c'est un polluant persistant et qui est à la fois très volatile, mais qui a fortement pollué les sols. Et c'est là qu'on voit que la classification pollution de l'air, pollution des eaux, pollution des sols est assez artificielle, puisque tous ces milieux interagissent, et que ce qui compte, c'est l'exposition globale des populations, l'exposome, sachant que, par exemple, le lindane, on en trouve des traces, y compris dans l'alimentation, dans la chaîne alimentaire. Donc, je pense que sur les pesticides, il faudra vraiment qu'il y ait une réflexion globale, tout milieu confondu, puisque l'exposition des populations, évidemment, elles ingèrent, elles respirent et elles boivent. Et ça vaut aussi pour d'autres polluants.
Et alors, je ne sais pas si enfin, il y a le thème du résidentiel. Alors, le résidentiel, en fait, c'est un sujet important pour lequel il n'y a pas de recommandation dans le rapport. Mais pour autant, en matière, enfin, parce qu'on n'a pas de proposition novatrice à faire par rapport à ce qui existe. Sur le sujet par exemple, le brûlage des déchets verts, en fait, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait appliquer une réglementation qui existe déjà. Mais bon, comme il n'y a plus beaucoup de terres champêtres, difficile à appliquer. Et la course, donc dans le corps du texte, on rappelle l'importance des enjeux, mais on ne fait pas de recommandations spécifiques. Et quant au chauffage résidentiel au bois, alors là, effectivement, il y a encore il y a toute une série de dispositifs intéressants qui sont mis en place avec les fonds Airbois, etc. Une modernisation du parc est en cours. Ceci étant, un peu comme pour les émissions liées au transport routier, les études de l'INERIS montrent, que les émissions réelles sont nettement supérieures aux conditions de référence, ne prennent pas en compte l'intégralité de la combustion, notamment en cas d'allumage à froid, le régime de braise, etc. Et que par ailleurs, donc les facteurs d'émission des condensables sont vraisemblablement nettement sous-estimés. Donc, comme pour le transport routier, on a des problématiques de sous-estimation vraisemblable des facteurs d'émission. Et il y a un groupe de travail qui s'est mis en place sur ces sujets, parce que ce n'est pas du tout propre évidemment à la France, dans le cadre du protocole de Göteborg. Je crois que nous avons fini notre présentation et donc nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions. Merci de votre attention. Alors, bonjour à tout le monde. Vous êtes à présent 122 participants, donc merci à tout le monde pour votre attention. Merci beaucoup à la Cour des comptes pour la présentation claire de ce rapport qu'on attendait quand même toutes et tous. Il a mis du temps à arriver, donc il suscitait un certain suspense. Je ne sais pas si Jean-Luc Fugit nous entend. Je l'ai ajouté normalement à l'écran. Il faudrait qu'il puisse allumer sa caméra. Donc Jean-Luc Fugit est député du Rhône. Il est également président du Conseil national de l'air. Voilà, par la magie de la technologie, il apparaît à cet instant. Et donc, en tant que président du Conseil national de l'air, on lui avait proposé d'être le premier à réagir à votre intervention, aussi peut-être pour nous présenter le Conseil national de l'air. Et puis pendant ce temps-là, donc je reçois bien toutes vos questions. Vous avez en bas de votre écran Q. et R. questions et réponses. Il vous suffit d'écrire. Je reçois vos questions, je les synthétise. Et juste après l'intervention de Jean-Luc Fugit, du coup, je pourrai poser ces questions, transmettre ces questions à nos intervenants. À toi, Jean-Luc. Bonjour à tous. Merci, Marine, de me donner la parole. Je vais essayer de faire simple, mais en effet, il y a des choses intéressantes à dire en réaction à ce qui a été présenté. Donc, dire merci pour ce rapport, c'est un minimum, parce qu'il nous est évidemment très, très utile. Et il pointe des sujets que nous avions tous peut-être plus ou moins identifiés dans certains domaines, mais l'avantage là, c'est que c'est à la fois rassemblé et en même temps, ça nous permet maintenant de pouvoir peut-être un peu plus insister sur le fait qu'il y a un certain nombre de points, d'axes d'amélioration qu'il va falloir sûrement muscler dans les années qui viennent. Moi, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais quand même réagir sur quelques points. Alors, le Conseil national de l'air, je ne sais pas si c'est la peine de le présenter, puisqu'en plus, vous en parlez dans le rapport. Et d'ailleurs, la manière dont vous en parlez peut m'interroger éventuellement. Pourquoi ? Parce que vous, sur le Conseil national de l'air lui-même, qui réunit vraiment l'ensemble des acteurs qui fournissent aujourd'hui des avis, et on l'a dit tout à l'heure par rapport à l'indice Atmo, et choses comme ça, on a fait de gros travail. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très intéressant et je pense plutôt apprécié. Et, en tout cas, qui a permis de mobiliser le ministère de la Transition écologique et même d'avoir l'accord et de l'ancienne ministre de la Transition écologique et de la ministre actuelle sur le fait qu'il fallait mettre en place ce nouvel indice Atmo au 1er janvier 2021. Donc, ce rapport, comme je disais, est riche d'enseignements. Et sur le Conseil national de l'air, toute petite exception à moi,
je vous parle de manière très directe, tous celles et ceux qui me connaissent savent que c'est comme ça que je fonctionne, c'est qu'à 2 moments, vous pointez aux pages 48 et aux pages 8 respectivement le fait, et c'est très bien, et nous en sommes très heureux, que cette instance de concertation doit avoir son rôle affirmé. Et vous parlez à nouveau, page 48, du renforcement du rôle du CNA. Et je trouve un petit peu dommage que vous n'ayez pas fait une recommandation de votre rapport, parce que ça nous aurait été encore plus utile, si je peux me permettre. Alors, on pourrait dire que c'est une recommandation un petit peu diluée dans le texte, mais aujourd'hui, elle ne pourrait nous être particulièrement utile. Donc, en tout cas, je voulais vraiment saluer ce rapport et vous demander si vous seriez d'accord de venir présenter justement les principales conclusions de ce rapport, mais devant le Conseil national de l'air, qui se réunira d'ailleurs, alors peut-être en visio, parce que bon, on ne sait pas trop, on verra, à la mi-novembre prochain, probablement le 17 ou le 18, peut-être même en partie, pour une partie du Conseil, la présence de la ministre de la Transition écologique. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous lui avons demandé. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus, si c'était possible, et vraiment aussi que vous disiez finalement, quand vous avez écrit à 2 reprises qu'il fallait renforcer le rôle du Conseil national de l'air, qu'est-ce qui pour vous motive cette recommandation quelque part, mais ça n'apparaît pas dans la liste des recommandations finales. 2 remarques aussi par rapport à ce qui a été dit, 3 points très rapides. Je confirme en tant que parlementaire donc qu'on a poussé fortement et que le projet de loi de finances, je le dis pour tout le monde, prévoit donc en effet une subvention complémentaire pour l'année prochaine pour les ASCA de 14 millions d'euros. Donc c'est bien prévu dans le texte initial. Je ne vois pas des parlementaires proposer des amendements pour réduire cette augmentation de 14 millions. Vous imaginez même que ce serait plutôt le contraire. Donc on passerait de 18 à 32, ce qui serait millions d'euros, donc ce qui est un effort qu'il faut noter. On est dans un pays qui se plaint tout le temps, où tout le monde se plaint tout le temps de tout. Quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, on peut aussi le signaler. Je pense que là, dans ce cas, ça va quand même dans le bon sens. Comme d'ailleurs, ça l'avait été au mois de juin pour le projet de loi de finances rectificatif, où on s'était mobilisé collectivement et ça avait fonctionné. Petite réaction sur les pesticides. Hier, on en a parlé avec le président Guy Berger dans une table ronde virtuelle, mais réelle quand même, donc sur le fait qu'il faudrait sûrement pérenniser la surveillance des pesticides en l'air. C'est un sujet qui monte. Donc là aussi, c'est vrai qu'il va falloir s'en donner les moyens. Et enfin, j'ai entendu, vous disiez, mesdames et messieurs de la Cour des comptes, qu'il fallait prendre l'exemple du brûlage des déchets verts. Je crois que c'est Mme Dragon qui le disait. Donc, il y a de la réglementation, c'est vrai, mais il y a aussi, depuis le mois de janvier, la loi anti-gaspillage économie circulaire, où j'ai pu faire voter un amendement, un renforcement de la législation sur ce sujet, avec la stricte interdiction d'utiliser, par exemple, des incinérateurs de jardin, dans les parcs, etc. C'est des choses qu'il faut, qui sont renforcées par la loi, mais au passage, je me permets de le dire avec le sourire, quoique, c'est pas toujours très bien compris dans la population. J'ai même moi-même, à titre personnel, puisque j'ai fait voter cet amendement, été entre guillemets attaqué, je vous rassure, politiquement, mais désolé de le dire, mais j'ai été attaqué par des, allez, on va dire des concurrents politiques dont la couleur est celle du maillot des joueurs de la Saint-Étienne, et me reprochant d'avoir fait voter cet amendement parce que ça allait gêner les gens au fond de leur jardin, etc. Donc, vous voyez qu'on arrive à des paradoxes, puisque on est là pour protéger la santé, et qu'on peut, sur l'adoption d'un tel amendement, être donc attaqué par des gens qui défendent ou en tout cas qui se définissent comme des défenseurs de l'environnement, comme si c'était exclusif, alors qu'évidemment, ça ne l'est pas. Et donc, ça montre bien, au passage, que tout ceci est complexe. Au passage, ça montre que c'est pas si facile que ça de partager et de faire adhérer tout le monde. Donc, on peut aussi, dans les recommandations, moi j'en ajoute une, personnellement, c'est que je crois qu'en matière de politique de l'air, de lutte contre la pollution de l'air, il faut vraiment expliquer, parce que si on comprend pas les sujets, l'air étant quelque chose que l'on ne voit pas, voilà, eh bien, on se retrouve avec parfois des réactions de ce type-là, comme d'autres, où on a l'impression qu'il y a un petit souci, donc de compréhension, et c'est la raison pour laquelle je serais favorable à ce que ces sujets soient clairement enseignés, notamment expliqués. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, je voulais vous livrer aussi cette réflexion, et encore une fois, vous remercier, de me donner la parole, de la qualité de ce rapport qui est vraiment super pour nous, il faut dire les choses comme elles sont, et
j'espère qu'on va pouvoir s'appuyer dessus pour, entre guillemets, mettre une pression positive sur le gouvernement pour qu'on puisse avancer. Donc, comptez sur moi et on espère que vous pourrez venir nous le présenter au Conseil national de l'air où vous retrouverez un certain nombre d'acteurs qui seront très favorables à pousser dans ce sens. Donc, je pense que ce serait intéressant que le Conseil vous entende et échange avec vous sur les grandes recommandations et notamment sur aussi comment vous voyez, vous, le rôle du Conseil national. Là aussi, moi, je serais heureux que vous réagissiez à mon interpellation si c'est possible. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Marine, merci de m'avoir donné la parole. Oui. Monsieur le député, merci beaucoup pour vos compliments. C'est un encouragement pour nous, pour les rapporteurs dans leur travail. Et bien sûr, nous acceptons votre invitation pour le mois de novembre parce que ce sera également un grand honneur de venir devant le Conseil national de l'air. Alors, vous avez vu dans le rapport qu'on considère que le rôle du Conseil national de l'air est essentiel puisque c'est la seule instance nationale qui réunisse toutes les parties prenantes dans une même configuration. Alors, pour la recommandation qui vous manque, vous l'avez deviné, elle est cachée dans le texte. Alors, puisque vous voulez les détails de la fabrication d'un rapport à la Cour des comptes, on est rationné en recommandations. Les rapporteurs en général sont enthousiastes. Ils viennent devant les collégialités avec des valises entières de recommandations. Et évidemment, le lourd travail d'une collégialité, c'est de n'en garder que quelques-unes. On a gardé celles qui s'articulent, une douzaine de recommandations, ce qui est déjà lourd parce qu'il faut les suivre. Après, on les a articulées autour de 4 axes. Mieux piloter les petites nationales et leurs déclinaisons locales, limiter les émissions de transport routier, mieux connaître et limiter les émissions d'origine industrielle, améliorer les pratiques agricoles en vue de limiter les pollutions d'ammoniac et surveiller la teneur des pesticides dans l'air. Donc, on a ces 5 axes et toutes les autres sont des recommandations cachées. Mais on est prêt à venir approfondir tous ces points-là devant vous. Je pense qu'on se donne rendez-vous dans le mois prochain. Merci. Merci Jean-Luc. Alors, j'ai reçu un certain nombre de questions, de remarques. Je vais commencer par les remarques, comme ça elles seront faites. Alors, Yannick Mathieu, qui est DREAL en Auvergne-Rhône-Alpes, nous indique que les valeurs cibles de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, sont très ambitieuses, notamment celles relatives au nombre de jours de dépassement, 3 jours maximum par an s'agissant des PM. Il précise, cela me semble inaccessible pour l'instant. Donc, la remarque est transmise. Ensuite, on a monsieur Nanos Roger qui dit « J'entends dire que les microcapteurs de gaz ne sont pas très fiables. Sachez que nos capteurs en nanotechnologie sont très très fiables. Merci d'avance. » Donc, pas de transparence, je transmets. Voilà. Ensuite, on avait donc, il y a des personnes qui demandent si le rapport est accessible complet. Bien sûr, il est sur votre site. Donc, j'ai transmis, voilà, on vous le montre à l'écran et je l'ai transmis dans le lien, dans le clavardage pour ceux qui veulent y accéder. Je vais passer maintenant à une série de questions. Alors, il y avait une dernière remarque. C'est un spectateur anonyme qui est un citoyen en fait qui nous interpelle souvent sur Twitter. On le salue parce que comme ça, pour une fois, on rencontre en vrai. Et donc, il dit 2 remarques. Dans l'état des lieux, il n'est pas fait état des contentieux européens, notamment celui sur les PM qui perdurent depuis 5 ans sans bouger. Pourquoi? Alors, on dit bien que ce que les intervenants ont présenté, c'est pas tout le rapport. C'était pas possible en une demi-heure, mais bon, du coup, ils répondront. Il n'est pas fait état non plus de la question de la pollution dans les établissements fermés de type métro. Donc ça, voilà, c'est aussi voilà, c'était excluant, mais vous répondrez là-dessus. Je vous pose une série de questions, je vous laisse répondre aux questions globalement, comme ça, ce sera peut-être plus facile. Alors, deuxième question. Donc c'est Emmanuel Donin qui demande concernant la réglementation portant sur l'affichage à la vente des émissions de polluants des véhicules, la loi LOM n'a-t-elle pas introduit une modification du code de la route pour intégrer un affichage sur lieu de vente ou de location de véhicules de leur classification critères. Donc voilà une question. Une autre question de Maria Criado
qui demande au niveau des demandes d'autorisation pour les gros projets, pour pouvoir imposer les VG, les valeurs guides de l'OMS et non les valeurs réglementaires, il faudrait revoir la méthode IEM pour les ICPE, on est sur une question très technique, hein, et l'imposer plus largement dans les études d'impact. Il est très compliqué d'agir au niveau local tant que les valeurs réglementaires ne sont pas identiques aux valeurs guides de l'OMS. Voilà une autre question. J'en pose plusieurs parce qu'il y en a beaucoup, donc je préfère poser une salve de questions et puis laisser chacun répondre dans son champ de spécialité. Alors, Denis Charpin, qui est président de l'APPA, vous demande si vous recommandez une reprise sous une forme ou une autre de la taxe carbone. Voilà. Ensuite, Didier Hoth nous demande si, donc il dit le rapport a bien relevé les problèmes de dérogation, véritable droit à polluer trop fréquemment demandé dans les demandes d'autorisation, accordé souvent sans limite de durée et sans contrepartie financière incitative à la mise en place de mesures de réduction des émissions polluantes. On est loin du principe pollueur-payeur, nous indique-t-il. Le rapport a aussi mentionné les rares sanctions et qu'elles étaient très faibles. Exemple de Yara qui produit du nitrate d'ammonium, entre parenthèses CF Beyrouth, qui ne respecte pas depuis 10 ans les règles. Bon, je vais pas, il y a tout le descriptif pour ce site, donc voilà. Et puis il nous dit aussi qu'il y a une recommandation sur la mesure de pollution diffuse, mais ce terme n'est pas défini. S'agit-il de mesurer de façon permanente les concentrations dans l'air des polluants industriels, par exemple le benzène, le butadiène, en prenant pour commencer une liste établie par l'ANSES. Donc je pense qu'il fait référence au rapport de juin 2018 sur les polluants dits émergents. Et il dit en tenant compte des émissions des industriels de la zone concernée. À ce jour, à Saint-Nazaire, un seul capteur PM2,5 et encore loin de la zone industrielle, etc. Donc il dit la situation réelle est de facto insuffisamment connue et sous-estimée. C'est sa question/remarque. Ensuite, monsieur Herrera qui dit que la pollution industrielle, donc en parlant de la pollution industrielle, il dit que le mode dégradé est souvent mal pris en compte par les industriels et que pourtant c'est ce fonctionnement qui est le plus polluant. Il demandait si vous aviez une réaction là-dessus. David Bréon, qui est directeur d'RPI de la Loire, nous dit que le rapport fait état d'un ensemble de recommandations sur base des connaissances actuelles, émissions, concentration, et il demande voilà, qu'en est-il des polluants émergents hors pesticides pour lesquels on a moins de connaissances. Donc ça rejoint la question d'ailleurs de la personne d'au-dessus sur Saint-Nazaire. Donc il précise 1,3-butadiène, PUF, carbone suie, COV, merci d'avance. Et il y avait une deuxième question de sa part. Donc il dit merci encore pour la présentation claire du rapport. Je n'ai pas vu de recommandations sur le renforcement de la prise de conscience et l'incitation à l'action pour les citoyens qui peuvent avoir des leviers d'action considérables pour améliorer la qualité de l'air en extérieur comme en intérieur. Et donc, il précise actions de sensibilisation, formation, curseur scolaire, etc. Une question de Bruno Mathieu de Nantes Métropole. Serait-il envisageable de généraliser l'obligation des ventes de maisons, au moment des ventes de maisons, un diagnostic chauffage au bois et une obligation de mettre un appareil performant dans les 2 ans si cheminée ouverte. Voilà. Et puis, une question de Monsieur Choquet qui rejoint un peu une précédente sur qu'en est-il pour le 1,3-butadiène, le carbone suie en termes de suivi. Voilà. Donc, c'est une question aussi sur le dispositif de surveillance en même temps. Michel Pierre, enfin, qui nous dit « Les transports sont la cause première d'émissions de polluants. Le passage à l'électricité est cher. Quelles mesures pour transiter par les moteurs thermiques, gaz et biogaz avec réduction assurée à court terme ?» C'était une première série de questions, c'est très hétéroclite. et puis du coup, je prends la deuxième série de questions pendant que vous y répondez. Je vous passe le micro, je vous commence, Madame la Présidente. Hop. Oui, je vais dire un mot rapide sur la taxe carbone. Alors, la Cour des comptes a une position constante sur la convergence de la fiscalité des carburants, donc je l'ai parlé tout à l'heure. Sur la taxe carbone, je crois qu'elle n'a pas fait de travaux là-dessus. C'est le Conseil des prélèvements obligatoires qui a fait les travaux sur la taxe carbone. Le Conseil des prélèvements obligatoires est une institution associée à la Cour des comptes qui est présidée par le premier président de la Cour des comptes et qui était gérée par moi jusqu'à il y a 6 mois. Jusqu'il y a 1 an. Et donc, parce que c'est une institution qui fait des travaux prospectifs et des études d'impact en matière de prélèvements obligatoires, prélèvements fiscaux et sociaux. Sur la taxe carbone, le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, qui est également disponible sur le site de la Cour des comptes, qui date de septembre 2019,
évidemment, propose de maintenir une taxe carbone, faisait le constat qu'un certain nombre de pays ont mis en œuvre une taxe carbone. La Suède, par exemple, a mis en œuvre une taxe carbone dans les années 70, après 5 ans de discussion avec toutes les parties prenantes, et selon une pente qui a monté progressivement au cours des 30 dernières années. Nous avons essayé de faire le même parcours, mais on l'a fait évidemment en 2 ans, ce qui a montré évidemment ses limites. Donc, on a fait des travaux de simulation macroéconomique pour voir quel est l'impact sur l'économie, impact positif et négatif d'une taxation carbone, selon les niveaux et selon un rythme de mise en œuvre. On a fait des simulations microéconomiques, c'est-à-dire au niveau des ménages, selon qu'ils habitent en centre-ville, à la campagne, dans les zones périphériques aux villes, selon qu'ils ont beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'enfants, etc. On a vu quel était l'impact maximal pour la partie de la population qui prenait un peu tout, et on a proposé des dispositions pour rendre acceptable la taxation du carbone. Mais donc la Cour ne s'est pas prononcée, mais le Conseil des prélèvements obligatoires l'a fait, et je vous encourage à vous rapporter à ce rapport qui reste totalement d'actualité. Je pense que pour la fiscalité, on va en rester là. Je vais passer la parole à Ève d'Aragon, qui est la spécialiste de pratiquement toutes les questions qui ont été posées. Et donc, j'approche le micro d'elle pour qu'elle puisse, sans remuer les papiers, Ève, répondre à toutes ces questions. Oui, merci. Alors, je tiens déjà à démentir ce que vient de dire la présidente sur le terme spécialiste. Je vais essayer de répondre dans la mesure de mes capacités. En fait, sur tout ce qui est polluant actuellement non réglementé, donc la Cour n'ayant pas d'expertise scientifique, on s'est basé sur les travaux de l'ANSES, et notamment son rapport de mars 2018 sur les polluants dits émergents, c'est-à-dire qu'en fait, ils existent de longue date, mais c'est la prise de conscience de leur intérêt sanitaire qui est émergente. Et effectivement, parmi ces polluants, on en a un certain nombre qui sont assez ubiquitaires, dont le 1,3-butadiène, puisque dans 91% des campagnes de mesure de l'ASCA, on le retrouve. Et puis, il y a la question du carbone suie et la question des particules ultra fines. Alors, il y a pas mal d'ASCA qui, d'ores et déjà, suivent des polluants autres que ceux qui sont réglementés. Notamment d'ailleurs dans les zones industrielles où il y a des polluants d'intérêt, dits d'intérêt sanitaire, autres que les polluants réglementés, et qui posent d'ailleurs des problématiques particulières sur lesquelles il y a encore pas mal de connaissances scientifiques à acquérir, puisque souvent le fond de l'air est de qualité espace rural, mais ces zones industrielles se caractérisent par des phénomènes de bouffées de pollution, d'émissions brèves mais intenses de polluants, et dont on ne sait pas encore très bien quel est l'impact d'avoir des bouffées répétées de pollution plusieurs fois par jour de façon intense. Donc sur la liste sur la question des polluants actuellement non réglementés, la Cour, on cite les envies de l'ANSES, et effectivement l'ANSES recommande une liste de mémoire, je crois que c'est 13 polluants qui sont classés prioritaires dans la hiérarchisation pour une surveillance, et puis dans certaines zones, il y a d'autres polluants qui, notamment dans les zones industrielles, méritent d'être surveillés. Et c'est pour ça qu'en fait, la surveillance des polluants doit être adaptée au contexte, et c'est tout l'intérêt des contrats avec les ASCA qui, au cas par cas, en fonction
du contexte local et des études de risques sanitaires de zone qui existent pour des zones industrielles identifient ce qui est problématique afin d'effectuer un suivi plus fin. Donc ça, c'est la question sur... alors après, il y a la question de la difficulté de mettre en œuvre effectivement les valeurs OMS qui sont elles-mêmes en cours de révision. Donc ça, effectivement, la question est difficile, mais en même temps, c'est ce que rappelait la présidente tout à l'heure, de mémoire, je crois, si on atteignait France entière les valeurs réglementaires, je crois qu'on a un bénéfice en termes de vie gagnée de 11 individus pour toute la France. Bon. Alors que le chiffre atteint 47 000, je crois, si on se base sur les 5%, enfin si toutes les communes étaient alignées sur les 5% de communes les moins polluées de la même catégorie en termes de population. Donc, on voit qu'il y a une évolution et une pression de la demande sociale vers le haut. Et après, dans les valeurs OMS, il y a sans doute ce que disait l'une des personnes, c'est que, par exemple, pour les pics, le nombre de pics, etc., c'est peut-être plus difficile à atteindre que d'autres mesures. Puis après, ça dépend des polluants. Nous, on n'est pas spécialistes. On note qu'il y a cette évolution avec une pression pour l'alignement vers le haut, que ces valeurs guides sont déjà prises en compte par l'autorité environnementale, souvent pour ses avis, et déjà par un certain nombre de collectivités. Pour ce qui concerne le mode dégradé, donc là, effectivement, la personne qui a posé la question a tout à fait raison. Ces modes dégradés, normalement, ce sont... si j'ai bien compris, d'ailleurs, c'est le recours à l'incinération par des cheminées. Enfin, normalement, ça doit être des soupapes de sécurité et utilisées de façon très encadrée. Et il y a pu y avoir des abus en y recourant comme à une solution de facilité. C'est pourquoi en région PACA, à la suite de l'étude qui a eu lieu sur les polluants d'intérêt sanitaire, il y a eu toute une série d'arrêtés préfectoraux en 2018 pour encadrer ce fonctionnement en mode dégradé. De même, à la suite des nuisances olfactives qui ont incommodé les riverains du bassin de Lac, on s'est aperçu en cherchant les causes qu'il y avait beaucoup de recours à l'incinération non encadrée, etc. Alors ça a été réglé, il y a eu une mise en conformité et un encadrement, sauf que comme les questions en fait sont très complexes, les nuisances continuaient sans que la DREAL et les industriels parviennent à identifier les causes. En fait, on s'aperçoit que la chimie de l'air, comme le sait très bien M. Fugy, est extrêmement complexe et qu'on a des composés secondaires qui se forment et que même avec des études fines, souvent, on n'arrive pas à identifier les causes. Alors, la notion de pollution, enfin les émissions diffuses et fugitives. Alors, à un moment donné, je voulais insérer une note de bas de page dans le rapport sur le sujet. Et puis, en faisant des recherches sur Internet, je me suis aperçu que la définition qui paraissait la plus simple, diffuse, opposée à canaliser, etc. Je suis tombé sur des articles de 3 pages. Alors, je ne me rappelle plus si c'était sur un site scientifique qui explique que la définition est certainement bien connue des industriels, mais est extrêmement subtile et que ça fait appel à des notions très complexes. Donc, on a renoncé à mettre en note de bas de page. Et comme j'ai peur de travestir sur ces sujets scientifiques complexes, et à vrai dire, d'ailleurs, je n'ai plus retenu, c'était tellement compliqué que je n'ai pas bien retenu l'ensemble de la définition. Je renvoie à une recherche sur Internet, l'interlocuteur, parce que c'est des notions, on voit intuitivement un peu de quoi il s'agit, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne pense.
Alors, sur les dérogations sans limite de durée, là aussi, c'est un point de faiblesse de la mise en œuvre des réglementations, notamment sur les ICPE. Mais je pense qu'à la suite, notamment de l'incendie du Brisol, etc., il a dû y avoir des instructions au préfet pour limiter la durée de ces dérogations. C'était un des points que relevait le CGEDD, Conseil général de l'environnement et du développement durable, dont son rapport sur la situation dans le bassin de Fos. Il relevait que certaines entreprises avaient bénéficié de dérogations sur une longue durée. Et voilà, donc ça, c'est un point. Après, c'est toute la question entre les problématiques de fragilité économique d'entreprise qui demandent des dérogations et puis les impératifs qualité de l'air, sachant que, par exemple, pour les dérogations à la mise en place de meilleures techniques disponibles, la directive IED encadre plus strictement que les directives précédentes le principe de la dérogation. Alors ensuite, sur effectivement la mise en œuvre de la loi LOM, l'affichage sur le lieu de vente, donc ça, effectivement, c'est des novations qui ont été introduites à la fin de la rédaction de notre rapport. Et donc, on n'a pas analysé dans le détail, mais ce que dit l'interlocuteur est sans doute tout à fait fondé. Il y a une amélioration en cours. Sur les contentieux européens, donc là, on y fait référence dans le rapport. Alors, il y a donc eu une condamnation pour dépassement systématique et persistant de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote dans 13 zones. Ça, c'est une condamnation du 24 octobre 2019. Le contentieux sur les particules est encore en cours. Et puis, on a une mise en demeure dans le cadre de la directive dite NEC sur les émissions par substance, donc les plafonds d'émission. Mais cette directive ne concerne pas les niveaux d'émission de polluants observés, mais plutôt une insuffisance dans la transposition des textes, et notamment concernant l'obligation de réviser tous les 4 ans le plan d'action national. Donc, et ça, je renvoie, c'est aux pages 36 et suivantes de l'intégralité du rapport. Et puis, on a effectivement le développement de contentieux nationaux auprès des tribunaux administratifs qui montent en puissance. Merci Ève. Je profite pour préciser à nos lecteurs futurs que chaque rapport de la Cour est précédé d'une synthèse en 4 pages et d'un récapitulatif des recommandations sur la 5e. Donc, il peut convenir à des lecteurs pressés. Je passe le micro à Jérôme Perdreau sur la question de la participation des citoyens. En fait, déjà, peut-être juste un petit complément pour répondre à l'auditeur, le lecteur attentif de la loi LOM. Effectivement, il y a une disposition qui rend obligatoire l'affichage de la vignette critère. La recommandation de la Cour va un peu plus loin parce que la vignette critère, elle agrège les différents niveaux de polluants pour donner un classement global qui masque un peu les émissions réelles. Et la recommandation de la Cour, elle s'appuie sur l'expérimentation qui est en cours, qui a été lancée par l'ADEME. Donc, je vous renvoie au site Car Labelling de l'ADEME, qui, pour chaque véhicule, affiche les niveaux réels, les niveaux calculés selon les cycles de mesure en situation réelle. D'ailleurs, ils sont en train d'actualiser visiblement pour prendre en compte les valeurs du nouveau cycle WLTP. Je crois. Donc, ça va un peu plus loin, la recommandation de la Cour, par rapport au simple affichage des vignettes critères qui, par ailleurs, sur certaines catégories,
sont discutables. Évidemment, c'est un arbitrage avec différents types de polluants. C'est déjà entre effet de serre et polluants atmosphériques, il y a déjà un arbitrage. Et ensuite, au sein des différents polluants atmosphériques, il peut y avoir des motorisations qui vont émettre beaucoup de particules, moins d'oxyde d'azote et inversement. Donc, il nous semble qu'il y a de la place pour une information plus précise sur ce point. Voilà. Sur l'information des citoyens et la sensibilisation, alors effectivement, on n'en a pas fait une recommandation parce que c'est un axe, plutôt un axe très général, une orientation, on va dire, mais effectivement, il y a encore un travail à faire. Alors, on l'a vu avec l'intervention du président Fugy, sur notamment le brûlage des déchets verts et sur le chauffage au bois. Ça reste très contre-intuitif de se dire que l'utilisation de produits naturels, le brûlage de produits naturels soit source de pollution. Et effectivement, il y a encore des progrès à faire. On le voit même dans des zones très concernées comme la vallée de l'Arve par le chauffage au bois. Dans la perception des habitants sur l'importance relative des sources de pollution, même s'il y a eu une évolution depuis plusieurs années avec les efforts de sensibilisation, il y a encore beaucoup d'habitants qui pensent que le trafic routier est la première source de très loin, alors que selon les saisons, c'est peu ou pas du tout le cas. Ça renvoie aussi évidemment au développement sur le Conseil national de l'air qui peut jouer ce rôle d'impulsion, qui doit représenter l'ensemble des acteurs concernés. Ça inclut aussi tous les acteurs chargés de la politique éducative en France, dont l'éducation nationale, qui auraient son rôle à jouer dans ce Conseil. Si je peux ajouter peut-être sur le brûlage des déchets verts, il faut aussi une politique d'accompagnement par les collectivités territoriales, parce que quand on a des déchets verts encombrants, effectivement, c'est pas facile. Et quand on n'a pas de remorque, c'est pas facile de les porter à la déchetterie. Donc, il y a tout un problème de collecte des déchets verts encombrants. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des solutions pratiques qui soient proposées aux habitants pour éviter qu'ils aient la tentation de brûler pour se défaire de volumes importants, s'ils n'ont pas de broyeuse et s'ils n'ont pas de remorque. Alors, je vais vous poser, je récupère le micro pour vous poser une deuxième salve de questions. Donc, ce sont on ne pourra pas prendre de troisième salve de questions, voilà, parce que il y avait quand même beaucoup de questions et on les pose toutes. Donc, je suis contente de pouvoir toutes les poser par ailleurs. Et puis, merci pour vos réponses. Alors, la première vient de Sébastien Greninger, qui est de Réal en Occitanie et qui demande quelles sont les mesures qui ont la meilleure efficacité en termes d'euros publics investis. Alors, par les mesures, il ne parle pas des mesures de la qualité de l'air, mais bien des mesures politiques mises en œuvre. C'est une question intéressante qu'on avait aussi posée à la Commission des finances du Sénat. Ensuite, Grenoble-Alpes Métropole qui demande que pourrait signifier une révision de la classification critère pour des territoires déjà engagés sur des ZFE. Question précise également. TT, qui est anonyme, qui me demande l'évolution de la réglementation liée à la problématique agricole, envisage-t-elle de rendre obligatoire la surveillance en continu de l'ammoniac? Oula, désolé. Erreur de manip. Ensuite, Didier Chapuis, qui est salarié d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui dit merci pour la présentation d'abord, et puis il dit qu'il serait peut-être utile pour lutter contre la pollution résidentielle d'avoir un enregistrement et un suivi des contrôles d'installation de chauffage des particuliers normalement obligatoires. Voilà. Emmanuel Donin, ensuite, qui est de Réal en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la séquence Auvergne-Rhône-Alpes. Je rejoins, ils sont peut-être tous au même endroit en train de se répartir les questions d'ailleurs. Je rejoins la demande de monsieur Mathieu de Nantes Métropole. Au regard du poids du chauffage au bois dans les émissions de particules, ne pourrait-il pas être envisagé de faire évoluer le code de la construction et de l'habitat pour intégrer un diagnostic des installations lors des transactions immobilières? Il précise, ce serait particulièrement utile sur les territoires où les préfets interdisent l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques comme les foyers ouverts. Voilà, Véronique Delmas, qui est directrice d'Atmo Normandie, qui demande pour analyser et interpréter les résultats de la surveillance au manque de valeur de référence sanitaire dans l'air pour la majorité des polluants mesurés, pesticides par exemple, comment y remédier? Laurence Mauduit, qui est journaliste à Environnement Magazine, qui demande pouvez-vous nommer les collectivités se basant sur les valeurs guides de l'OMS dans l'élaboration de leur politique? Voilà.
Il y a un dispatch des questions au fur et à mesure, hein, vous remarquez, c'est très organisé. Ensuite, Monsieur Herrera, qui est membre de l'Observatoire des odeurs du bassin de Thau et qui est par ailleurs membre du CA de FNE Languedoc-Roussillon, qui dit merci pour cette conférence. Et alors là, c'est pas une question, c'est des compliments, donc je vous les transmets. Découverte de tout ce travail fait par la Cour des comptes, éclairage intéressant pour une personne qui est loin de ses connaissances. Donc voilà. Ensuite, une remarque de Gérard Landragin de Lorraine Nature Environnement qui dit la réglementation n'avance trop souvent que sous le coup des accidents, mais il reste des administrations pour lesquelles les coûts ne font rien. C'est transmis. Et puis, enfin, une question de Frédéric Bouvier, que certains ici connaissent bien, qui est maintenant directeur du pôle de compétences air de Veolia et qui vous remercie pour cette présentation, qui dit que le rapport de la Cour des comptes se concentre sur la qualité de l'air extérieur qui fait l'objet d'une réglementation nationale et européenne, mais vous le savez que 80% de notre temps, on le passe à l'intérieur et donc il dit la Cour des comptes pourrait-elle s'auto-saisir de ce sujet et étudier la pertinence de renforcer la réglementation sur l'air intérieur à l'image de ce qui se fait en Corée du Sud par exemple. Ce serait d'autant plus intéressant que garantir une bonne qualité de l'air intérieur est réalisable rapidement et durablement. Le coût-efficacité des mesures sur l'air intérieur mériterait d'être analysé par rapport à celui de l'amélioration de l'air extérieur en tenant compte de la temporalité pour obtenir des résultats probants. Voilà. C'était la deuxième salve de questions. Le dispatch, j'ai vu, a été très réactif. Qui commence ? Vous, Madame la Présidente ? Oui, je remercie M. Bouvier de nous suggérer des futures idées pour la programmation. Donc peut-être, de toute façon, ça fait partie des sujets qu'on peut avoir à l'esprit, on verra. Je vais passer le micro à Jérôme Perdreau qui va répondre à un certain nombre de questions, particulièrement en agriculture, mais pas que. Alors, donc, dans le désordre, la question sur l'éventualité d'une surveillance en continu de l'ammoniac, à notre connaissance, ça n'est pas envisagé, ça ne figure pas dans les mesures du prépa. On sait que c'est une mesure qui existe dans d'autres pays, je crois que c'est par exemple le cas en Suisse. Alors, la mesure de l'ammoniac en continu, elle peut avoir un intérêt, effectivement, pour des questions sanitaires de santé humaine, parce que l'exposition à l'ammoniac en haute dose est nocive. C'est pas seulement une question de pollution particulière. C'est aussi évidemment, il y a aussi évidemment un intérêt de surveillance de l'eutrophisation des milieux, de l'impact sur l'environnement de l'ammoniac. Mais à notre connaissance, pour le moment, ça n'est pas envisagé. La question sur la révision des classifications critères pour les collectivités qui sont déjà engagées dans des ZFE, effectivement, c'est toute la difficulté de ce classement qui d'ailleurs a été construit à l'envers, hein, en partant en allant vers zéro, donc on aura du mal à aller plus loin voilà, on aura peut-être de ce point de vue-là eu intérêt à suivre la classification européenne qui monte et qui laisse toujours la possibilité d'introduire des nouveaux plafonds. Effectivement, ce serait une difficulté qui nécessiterait, en cas d'éventuel changement, effectivement, beaucoup de travail de concertation et d'analyse de l'impact. Sur le ratio, l'efficience des mesures, le ratio euro investi, réduction obtenue, alors la Cour n'a pas refait d'analyse de l'ensemble des mesures là-dessus. On a commenté celle qui avait été faite dans l'étude d'impact ex-ante qui a été faite lors de l'adoption du prépa 2. Il me semble qu'il y a un certain nombre d'évaluations qui sont sujettes à caution, qui mériteraient d'être retravaillées, mais ça demande un travail d'études techniques qu'on n'a pas fait dans le cadre qu'on n'a pas refait dans le cadre de cette enquête. Voilà. Si je peux ajouter sur ce point, on s'aperçoit que pour l'évaluation des plans de protection de l'atmosphère au niveau local, c'est une des difficultés puisque comme la qualité de l'air, c'est le produit à la fois d'une topographie, d'une météorologie, enfin à la fois des émissions et puis de tout le contexte géographique et météorologique. Des émissions sont de sources multiples. Il est très difficile, même a posteriori, de faire le partage de l'impact des différentes mesures sur un polluant en voyant quelle est la proportion qu'on peut attribuer à telle ou telle mesure. Ça ressort notamment des travaux d'Atmosud qui, dans sa réponse, on avait posé une question sur le sujet, il nous a dit que c'était très difficile de différencier, et puis d'Adréal, PACA aussi, très difficile de faire un bilan par mesure.
Alors, par ailleurs, sur le chauffage au bois, le diagnostic lors des transactions immobilières, ça existe déjà à certains endroits, par exemple dans la vallée de l'Arve. Il y a un diagnostic des poêles, etc., lors des transactions immobilières. Donc, effectivement, on pourrait imaginer ça c'est au ministère de voir, mais de généraliser ce type de mesure. De même, le suivi en continu des émissions, alors ça, c'est pas peut-être que dans la conception des poêles, des dispositifs, on pourrait imaginer, mais après, encore faut-il avoir après un dispositif qui soit lisible par le propriétaire. Donc, je sais que, par exemple, dans la vallée de l'Arve, il y a des campagnes d'information qui sont avec les ramoneurs savoyards qui expliquent, parce qu'il y a à la fois ce qui est complexe dans le chauffage au bois résidentiel, c'est beaucoup plus facile d'intervenir sur les chaufferies collectives, puisque là, on peut avoir des dispositifs performants de filtres à grande échelle. Sur le chauffage au bois individuel, il y a à la fois la qualité du matériel, mais il y a aussi toutes les pratiques individuelles, la qualité du bois, son degré d'hydrométrie, et l'allure de chauffe, le mode d'allumage, donc toute une série de facteurs qui sont susceptibles de rendre aussi polluant un poêle au dernier cri, si je puis dire, qu'un vieux poêle utilisé de façon optimale, quoi. Et donc, il faut agir non seulement sur le remplacement des matériels, mais aussi éduquer aux pratiques, aux bonnes pratiques, qui sont quelquefois contre-intuitives. Enfin, il faut allumer par le haut, etc. Alors, il y a le dispositif de pellets qui laissent moins enfin, c'est plus automatisé, donc et du coup le rendement est plus optimisé, mais il y a tout un effort de pédagogie à faire auprès des utilisateurs de poêles. Et en région, dans la vallée de l'Arve, les ramoneurs sont associés à ce dispositif alors il y a des plaquettes qui sont distribuées à la population. Et ensuite, les ramoneurs. Alors après, il faudrait faire une étude ex post pour voir l'impact réel de cet effort d'information. Ceci étant, je pense que les progrès qui sont faits sur la caractérisation physico-chimique des particules permettent d'avoir des bases objectives et de convaincre les populations. C'est beaucoup plus facile maintenant quand on peut objectiver la part des différents polluants avec des traceurs qui sont des traceurs indicateurs de combustion de biomasse, comme de mémoire le lévoglucosan, d'expliquer aux populations de la vallée de l'Arve qu'à Passy et à Chamonix, l'hiver, c'est le chauffage au bois plus que le trafic routier qui est à l'origine des particules, 73% de mémoire à Passy, 62% à Chamonix. Depuis qu'on a ces marqueurs objectifs, c'est un argument pour convaincre. Donc je pense que les connaissances scientifiques vont de plus en plus donner des bases solides à l'action. Et il y a encore pas mal de marge de progrès sur le sujet, parce que notamment sur les particules, j'avais rencontré un chercheur de l'université, enfin de Grenoble sur le sujet. Il expliquait qu'eux se penchaient sur la caractérisation du stress oxydatif provoqué par les particules, qui dépendent à la fois de leur composition chimique, mais éventuellement de leur forme, que potentiellement les particules diesel seraient plus irritantes, enfin plus oxydantes que les particules issues du chauffage au bois. Enfin, c'est des hypothèses qui sont en train de creuser. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup d'efforts scientifiques à fournir. Il y a tout un domaine de recherche. Et à cet égard, et je pense qu'on ne l'a pas cité, mais dans la surveillance, un marqueur plus fiable que la masse des particules, c'est le nombre.
puisque les particules des PM2,5 et plus encore les particules ultra fines sont négligeables en masse, mais sont importantes au point de vue sanitaire. Donc, il y a une réflexion à faire aussi sur le dispositif de surveillance pour passer à un mode de surveillance basé sur le nombre des particules plutôt que sur la masse. Donc ensuite, oui, alors l'air intérieur, effectivement, ça c'est un autre sujet. Oui, la présidente a répondu. Je pense que c'est l'essentiel de ce que vous voulez dire. Oui. Il restait la question sur les collectivités qui font référence aux valeurs de l'OMS plutôt qu'aux normes réglementaires. Alors, on ne peut pas faire de réponse exhaustive parce qu'il y a toutes sortes de façons d'évoquer ces normes. Parmi les collectivités qui fixent des objectifs clairement alignés sur ceux de l'OMS, on peut les trouver en consultant les SRADEF des différentes régions qui sont en cours d'adoption. Il y a par exemple les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, mais il y a beaucoup d'autres régions qui y font référence dans l'exposé des motifs, dans les développements, donc on ne peut pas faire de réponse exhaustive là-dessus, et encore moins sur les métropoles où on n'a pas eu, contrairement aux régions, de réponse de l'ensemble des métropoles. Donc, je ne voudrais pas donner une réponse incomplète sur ce sujet-là. D'accord. On va finir avec l'air dans le métro. Oui, parce que la personne n'est pas contente qu'on n'ait pas abordé. Non, Et puis, il y a quelqu'un aussi qui nous dit pourquoi la voiture à biogaz n'intéresse telle personne. Voilà. Si vous avez la réponse. Le métro. Alors, sur le métro, en fait, c'est la définition de l'air, de la qualité de l'air ambiant qui exclut les milieux clos, qui relèvent d'une autre réglementation. Alors, mais c'est un vrai sujet puisque effectivement la pollution dans les milieux clos, notamment les métros, est sans commune mesure, notamment les particules à base de métaux, etc., liées à l'abrasion par rapport à l'air ambiant à l'extérieur. Et je renverrai la personne qui a posé la question. Il vient d'y avoir une jurisprudence toute récente, je crois, du Conseil d'État sur le sujet qui impose une révision drastique des teneurs dans l'air du métro. D'ailleurs, il y a les mêmes problématiques il y a eu des études de l'ANSES sur l'air, par exemple, dans les parkings souterrains. Ils avaient fait une étude sur l'impact sanitaire et la morbidité des personnes qui travaillaient dans les parkings souterrains et qui sont exposées à des hydrocarbures aromatiques et puis au benzène une grande partie de la journée. Donc ça, c'est un sujet qu'on n'a pas traité parce qu'il ne faisait pas partie du champ tel que défini. Voilà. Et quant à l'autre question, Le biogaz. ça c'est un autre sujet. Enfin, la Cour réfléchit à une autre enquête sur les Alors, ça, en tous les cas, ça intéresse la deuxième chambre de la Cour des comptes qui fait un travail sur le biogaz. Et on peut vous donner peut-être… Oui. Alors, effectivement, c'est une question de savoir comment on classe les dépenses qui encouragent l'utilisation du gaz comme carburant. Nous, on les a retenus dans les dépenses fiscales favorables sur le critère de la qualité de l'air, parce qu'effectivement, c'est une forme de motorisation qui émet beaucoup moins de polluants atmosphériques que les autres véhicules thermiques. Maintenant, le message de la Cour, c'est aussi de dire qu'il faut essayer de concevoir des politiques globales qui intègrent les différents paramètres. Et sur cette question des carburants, il faut toujours un arbitrage à faire entre les émissions de CO2 et les émissions de polluants particulières. Donc, effectivement, ça relève d'une enquête spécifique sur les motorisations qui dépassait le cadre de cette enquête qui était beaucoup plus large et qui ne permettait pas d'approfondir tel ou tel sujet. C'est effectivement une particularité française avec des motorisations qui sont peu développées par rapport à certains de nos voisins qui méritent des travaux complémentaires. Eh ben, écoutez, merci beaucoup alors, à nos intervenants de la Cour des comptes. Merci aussi à vous qui nous suiviez. Vous étiez nombreuses et nombreux et on a réussi à trouver, je pense, un mode d'animation qui permette à chacun de pouvoir poser ses questions. Merci aux intervenants parce que je sais que c'est pas facile quand il y a des questions comme ça très, très diverses. Et puis, peut-être laisser le mot de la fin à Guy Berger, notre président d'Atmo France.
Avec grand rendez-vous. plaisir. Avec grand Bien sûr, plaisir. Et pour rester dans le ton de la matinée, je dirais que tous les indicateurs de cette matinée sont au vert. L'indicateur de quantité, puisque votre présence très nombreuse, qui a dépassé nos espérances, voilà, en est le témoignage. Autre indicateur, la qualité déjà des auditeurs et la qualité des questions. Qui ont bien montré qu'on était sur un sujet vaste et complexe. Et puis, bien sûr, la qualité des présentations et des réponses. Hein, comme le soulignait Marine Tondelier, il n'est pas toujours évident de répondre de manière très documentée à des questions imprévues. Voilà. Et puis, moi, ce qui me paraît surtout essentiel et ce que j'ai apprécié au cours de cette matinée, c'est la franchise. Et voilà, c'est un sujet vaste et complexe et on ne pourra progresser, et c'est le souhait qui me semble émaner en filigrane des échanges, on ne pourra progresser qu'en ayant un langage clair, net et respectueux de l'ensemble des problématiques qui sont sous-tendues. En tout cas, merci beaucoup pour cet exercice complexe avec les données techniques un peu particulières, les données de contexte un peu particulières, mais vous en avez largement triomphé. Je vous en remercie très sincèrement. Bonne journée à vous. Super difficile, hein, les questions, il y en a un paquet. Hein.